Bonsoir, vous êtes sur Basket Zone ce soir. Nous avons un ancien basketteur du Cameroun. Monsieur Noumou, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Basket Zone? Ok, bonsoir chers téléspectateurs et puis spectateurs et visionnaires. Je me nomme Noumou Alain Francis. Je suis de la ligue des basketteurs du Cameroun. Exactement, j'ai commencé ma carrière en 1984 en tant que junior national basketball club de Douala. Et puis j'ai transité par le Snap Basketball Club où j'ai passé 3 saisons avec une petite fenêtre au Zénith de Douala. Puis j'ai fini ma carrière à Challenger Sport avec comme président notamment à Sonel Ilouga François. À SNEC, Madame Atangana Rosalie, avec celui qui m'a formé, David-Jean Joseph. Et puis à SNEC, Coutozem, de réalité de mémoire. Et à Challenger, M. Tourné Augustin, qui est encore en vie, et je me suis expatrié après en Côte d'Ivoire, où j'ai continué ma carrière à Africa Sport et j'ai fait des études au Petit. Je suis médecin. Nous aimerons un peu connaître votre carrière parce que on a beaucoup entendu parler de vous. Vous étiez un prodige du basketball camerounais. Très tôt, vous avez intégré les équipes nationales, ce que les jeunes n'ont pas aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre parcours international au niveau du Cameroun. Effectivement, après un premier tournoi national en tant que junior national en 1984 au Cameroun, il y a eu une première sélection, mais je n'ai pas pu être sélectionné parce que avec ma petite taille, j'étais pivot. Et c'est lors de la deuxième compétition nationale de junior où j'étais déjà à SNEC. Il faut d'abord dire qu'en 1984, on a été troisième avec Sonel de Douala. Et en 1985, avec SNEC de Douala, on a été vice-champion. Et il y avait ce tournoi qu'on organisait, je ne sais pas, qui était biennal autour de 3 ans, qu'on appelait le tournoi Confégès. Le Cameroun avait été sélectionné notamment dans les disciplines d'athlétisme, de culturel, de danse, avec un certain ici qui faisait partie de notre délégation, et avec le basket. Donc, on a été sélectionné, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans cette équipe qui a donc représenté le Cameroun au niveau des Jeux Confégès en 1985 à Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. On parle beaucoup des tireurs à 3 points dans l'histoire du basketball camerounais, à savoir Jean-Claude Ntep, Yves Tsala, Yves Decombe. Et chaque fois votre nom revient. Il paraît que vous étiez un tireur à 3 points exceptionnel. Quel était votre secret? Quelles étaient vos prouesses? Quelles sont les choses qui vous ont marqué dans le basketball camerounais, ou bien comment est-ce que vous avez impacté le basketball camerounais dans les différents clubs? Bon, c'est toujours difficile de parler de soi, même si on dit que, même malgré le fait que tout le monde voit que le corps est gras, on dit qu'il est gras parce qu'il est gras, c'est toujours difficile de faire son apologie de soi-même. Bon, ce que je peux dire, c'est quoi? J'ai eu la chance, avec le don que Dieu m'a donné, d'être quand même meilleur marqueur de 3 des 4 tournois de championnat nationaux de junior que j'ai fait. J'ai été meilleur marqueur 3 fois, 3 sur 4. Au championnat national des seniors que j'ai fait, j'ai été meilleur marqueur 2 fois. En Côte d'Ivoire où j'ai été champion de Côte d'Ivoire 7 fois, 2 fois MVP. Et j'ai fait 3 championnats d'Afrique du Corps où j'ai été 1 fois dans le 5 matchs. Bon, mon travail, je faisais quoi? J'essayais d'appliquer les consignes que mon coach me donnait. J'ai eu un coach qui était un peu sévère, notamment M. Tabi, sur ce qu'il voulait faire de nous, non seulement des basketteurs de prouesse, mais également des personnes dans la vie qui pratiqueraient un métier décent qui pourrait leur permettre de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc, il m'avait appris certains rudiments du basket, notamment le positionnement du pied, chercher quel était le pied qui serait le mieux adapté au niveau du tir, afin de pouvoir avoir cet équilibre lors de ce qu'on appelle le shoot de compétition, qui est le jump shoot. Donc, il avait trouvé cette concordance qui n'est pas habituelle
notamment mon pied gauche qui est devant alors que je suis droitier. C'est comme ça qu'on avait trouvé la concordance. Il faut aussi dire que j'ai eu cet avantage que beaucoup de gens n'ont pas parce que j'ai grandi au camp Soumel de Passat où il y avait pratiquement tous les terrains de sport. Vous aviez le volley, le basket, le ham, le baby-foot, le football, le tennis de table, tous ces sports que j'ai pu pratiquer dans mon enfance. Et c'est le basketball qui était le dernier où le terrain était juste derrière la maison. Où je m'entraînais même à tirer sous la pluie. Sous la pluie. Et avec certains objectifs à atteindre, notamment les 20 marqués, et les 20 marqués par coin. Ça dit, je divisais le cercle de 3 points en 5 points cardinaux et je devais faire 20 réussis et faire moins de 30 shoots. 20 réussis et moins de 30 shoots. Moins de 30 shoots. Ça, c'est voilà, en moyenne, ça c'est exceptionnel. Voilà. C'est ce que je répétais et à chaque fois je cherchais le meilleur positionnement, la meilleure respiration, le meilleur blocage et le meilleur jump. C'est-à-dire quelle était la meilleure distance que je pouvais avoir pour avoir un shoot équilibré. Voilà un peu les conseils que je peux donner aux jeunes, comment travailler. Et puis c'est toujours difficile parce que parfois aujourd'hui, quand vous demandez à un basketteur quel est ton point fort, il ne sait pas. Alors que moi, quand un match était difficile, j'avais un point que je recherchais, surtout en fin de match, où j'avais plus de 90% de réussite. C'était à gauche et puis pratiquement à l'angle de 45 degrés. Là, j'avais un pourcentage de plus de 90%. Donc chaque basketteur devrait se connaître son point fort. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Bon, je reviens, merci Olivier, je reviens à côté après ton interview sur des anecdotes. Ben, ma première question, c'est savoir comment a été ton intégration quand tu pars du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu étais déjà allé à Yamoussoukro en 85. Après, tu reviens pour tes études. C'est ça. C'est des clubs qui te connaissaient déjà avec l'aura que tu avais laissé en 85. Comment tu intègres l'Africa Sport? Effectivement, l'intégration dans l'Africa Sport s'est faite comment? Par le touchement de Samuel Nono Samuel, qui avait déjà joué à l'Africa Sport avant. Il y a eu un tournoi Zénith à Douala auquel Challenger, mon équipe, avait participé. Et l'entraîneur de l'Africa Sport à cette époque, qui est aujourd'hui le directeur général de FIBA Afrique, par la personne du docteur Bila Afonso, m'a vu jouer. Il a estimé que ma façon de jouer lui plaisait parce que j'étais un joueur complet. Disait-il, il disait non, c'est quelqu'un qui a une force de pénétration, qui a le shoot, et qui a la passe et puis qui a une bonne détente. Donc ce serait quelqu'un de complémentaire dans son équipe. C'est donc comme ça que l'entretien se passe avec notamment mon papa qui était quelqu'un qui était très appliqué sur les études, puisque j'avais déjà une proposition en Grèce, notamment un partenaire de mon papa qui était grec ici, qui faisait des affaires, et qui travaillait avec ma maman, la fin de maman qui travaillait au Hilton. Donc il avait proposé à mon père comme ça que j'allais faire une carrière professionnelle en Grèce. Et mon père avait refusé, dit non, il fallait qu'il fasse une étude. Donc la seule condition que mon papa avait posée, c'était qu'il fallait qu'on m'inscrive dans une école de formation. Et une école de formation diplômante qui m'ouvrait directement la porte d'un métier déjà que fait. Donc il avait statué sur la métier. J'avais déjà fait le concours ici et ça ne s'était pas bien passé. Donc j'arrive à Abidjan et il m'avait déjà vu jouer ici, il savait ce qu'il fallait et il fallait que je prouve sur place. Ça n'a jamais été facile parce que bon, il y avait ces études de médecine qui étaient assez difficiles avec un rythme de cours où les cours finissaient à 18h, 18h30 et puis il fallait aller aux entraînements entre 19h et 21h. Et puis aller, ne pas attendre que la sueur sèche complètement, lire au moins un ou deux cours qu'on a fait. Et on avait 3 séances d'entraînement, 3 à 4 séances d'entraînement par semaine, avec 1 ou 2 matchs par semaine. Donc c'était pratiquement un régime semi-professionnel avec ces courses. C'est non seulement cette page sportive qu'il fallait assurer, mais également ces cours avec cette formation.
Alors, ça se passe comment? C'est qu'au début, ça a été vraiment difficile à intégrer. Ça, je peux pas vous cacher. Vous arrivez dans une équipe où il y a déjà une mentalité et puis des habitudes. Vous vous intégrez, malgré votre talent, vous devez prouver. C'est la première fois que je connais le banc de touche. Ça, je n'ai jamais caché. J'ai connu le banc de touche, il y a eu un stress qui s'est associé et j'ai pris du poids. À un moment donné, je me suis dit, ben, écoute, arrête, tu es venu faire quoi? Certes, les études sont primordiales, mais il y a également le basket. Je me suis mis à un rythme de travail doublement par rapport à ce que je faisais. Je faisais quoi le matin? Je me réveillais à 4h30, 5h, je prends mon ballon dans le dos, je fais un petit footing d'environ 20-30 minutes, je fais les tirs que j'ai à faire, je viens, j'attends que je sèche et je prends mon autocar, mon taxi ou mon autobus pour aller au cours. C'est donc comme ça que j'ai pu remonter la pente. Premièrement, perdre les kilos que j'avais en plus. Et le seul jour où j'ai pu intégrer le Saint-Lantan, j'en suis que jamais sorti. Alors, vous avez intégré le 50 ans, vous n'êtes plus sorti. Olivier, excusez-moi, on va parler un peu l'argot. Oui. Vieux père, le nom Grand Poilu, ça sort de. Bon, le nom Grand Poilu, c'est une anecdote qui est un peu, je ne sais pas, en fait une plaisanterie de mauvais goût. Parce que, vous savez, le pays que le Cameroun, c'est un pays où les gens sont un peu trop venus. Et moi, j'en suis un que j'ai hérité notamment de mes parents. Et en Côte d'Ivoire, ils aiment bien les crabes. Donc, il y a des crabes qui sont des crabes simples, et puis il y a des crabes qui ont des poils dessous. Alors, la première fois que les gens voient quelqu'un qui porte un débardeur avec des poils qui s'échappent de partout, alors ils se sont dit, c'est quoi? C'est pour avoir un animal. Alors, ils m'ont donné le nom de crabe poilu. Et la petite anecdote de ce nom, c'est qu'on sort un peu un jour, on arrive à Abidjan, dans une contrée d'environ 300 à 350 km d'Abidjan, qu'on appelle San Pedro. Et l'équipe adverse se moquait de moi, puisqu'il faisait très chaud. Donc tout le monde était torse nu. Et il disait crabe poilu. Et il y avait un petit, vous voyez les badauds, les quartiers un peu précaires. Lui, je ne sais pas comment il a entendu. Alors il a répété la chose en disant poil crabu. Alors, avec la poilu. Il s'est dit aussi que vous faisiez respecter même pas les spectateurs. Vous ne laissez pas passer quelqu'un qui va vous dire n'importe quoi. Non, j'ai toujours été quelqu'un d'un certain tempérament. Et par mon essence même multiculturelle que je transporte à mes gènes. À mes gènes. C'est-à-dire que notamment, je suis d'un mélange quand même un peu rare au Cameroun. Notamment Etom, Bassa et Pérono, ça c'est pas courant. Donc ça fait que lorsque je réagis toujours un peu en excès. Là j'ai un peu rendu ça, amoindri ça avec les responsabilités familiales, mais ça reste toujours un peu ça. Là on est assis sur des bases. Alors, est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui fait ses études en médecine, qui respecte une certaine discipline, d'être à la fois étudiant en médecine et basketteur? Non, c'est pas facile. Celui qui va vous dire que c'est facile, il vous a menti. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser passer. La première chose qu'il faut laisser passer, c'est que quand vous êtes un bon Camerounais, que vous aimez la vie, vous devez la mettre de côté. Ça, c'est un. La deuxième chose, quand vous êtes un bon Camerounais, que vous aimez les filles, comme on dit au Cameroun, vous devez aussi mettre ça de côté. Donc il y a deux choses que vous devez mettre de côté pour en garder deux qui sont essentielles. Et planifier ça. Ça veut dire que planifier. Parce que si vous ne... Toute chose qui n'est pas planifiée, vous ne pouvez pas y arriver. J'ai beaucoup de mes camarades qui étaient Camerounais comme moi, qui ne faisaient pas du sport, qui ne faisaient que de la médecine, qui ont été renvoyés. Qui n'ont pas pu finir leur cycle parce qu'ils devaient tripler l'année.
Bon, moi, j'ai pu finir ça en faisant les deux. Comme je dis souvent à certaines personnes, pour rigoler un peu, et puis bon, comme je disais tout à l'heure, le football ne peut pas dire qu'il est grave. Mais quand on vous invite lors d'un entretien, si vous ne faites pas vous-même votre propagande, personne ne voudra la faire. J'attends toujours, parce que je dis que les records sont faits pour être battus. Je dis toujours aux gens, je suis le seul Camerounais jusqu'à preuve du contraire qui est médecin et qui a été international cadet, junior, senior, toute compétition confondue. J'attends mon collègue. Le défi est lancé parce que Zoom le retient. On le lancera aux jeunes aussi. C'est clair que le défi est lancé, mais moi j'ai une autre question qui m'a plu. Ouais, Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Un talentueux joueur qui a gravi tous les niveaux. C'est quoi qui crée la cassure avec l'équipe nationale du Cameroun? Quand on sait que quand il fallait faire la liste des 12 joueurs, si vous n'étiez pas le premier nom à citer, c'est le second. Ouais, ça c'est une question qui est assez difficile à répondre parce que le hic c'est quoi? Vous savez, il y a une éducation qu'on reçoit quand on est jeune. L'école permet d'avoir la connaissance, mais à la maison c'est une éducation. Et quand vous avez fait le basketball au Cameroun dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelait le droit d'aînesse. C'était tout un sacerdoce. C'est une question qui est un peu difficile à répondre parce que là, il va falloir, on va un peu essayer de nommer certaines personnes qui étaient des aînés. Allez-y. Des aînés, et c'est un peu difficile. D'abord, il faut dire une chose que je dis toujours. Je dis toujours au président de la fédération actuelle, tu as beaucoup de chance. Et quand on fait le bilan de tous les présidents de fédération, tu es le meilleur. Mais tu es le meilleur à contre-temps parce que tu es le meilleur et que tu ne fais pas de résultats. Donc les deux ne vont pas le faire. Tu es le meilleur, tu arrives à envoyer toutes les équipes nationales en compétition, mais les résultats ne viennent pas. Jusqu'à preuve du contraire, on reste la seule discipline sportive collective au Cameroun qui n'a pas le carnet de louer. Pourtant, ce n'est pas les talents qui manquent. Vous voyez, par exemple, je vous prends un exemple qui est contraignant. On a enterré au Cameroun des talents de basketteurs, notamment cette génération qui a été conduite à un moment donné par Paco Daniel, qui n'ont jamais pu participer à une CAN, à ce que vous appelez aujourd'hui Afro-Basket. Moi-même qui vous parle, je n'ai jamais participé à une Afro-Basket. La seule fois où j'ai été appelé en équipe nationale pour participer à un Afro-Basket, je n'ai jamais reçu mon médaille. Les gens vont remonter peut-être les périodes, donc vous allez dire ah, c'est tel qui était le président des fédérations, c'est pour ça que je ne vais pas donner la période. Et une fois, je suis venu au Cameroun et je me suis plaint que non, au fond des équipes nationales, et puis on m'appelle, on me dit non, on ne sait pas autre chose. J'ai donné toutes mes coordonnées. Et j'ai même appelé le président de la fédération qui était à cette époque. Il m'a dit c'est pas à lui de recruter les joueurs. Quel est le rôle du président de la fédération? C'est de gérer l'organe fédéral et de coordonner le fonctionnement. Est-ce qu'il a vraiment un rôle? Il gère tout. À partir du moment où on arrive à le contacter, il devrait tout simplement passer l'information à qui de droit sur le DTN ou au sélectionneur national. Pour que ça suive, on a vu ça, un président qui arrive dans une ville, il rencontre même un de ses compatriotes qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas identifié, il fait quoi? Il prend attache avec lui et puis il fait tout simplement le relais avec soit la direction technique nationale, soit avec le sélectionneur national. Voilà donc comment ça se passe. Et puis après 90 où j'ai participé au tournoi, à Bangui, les Jeux africains qui ont eu lieu au Caire. J'ai été appelé après, je n'ai plus jamais été appelé. Pas parce que je ne voulais pas. Pourtant, je ne vous donne pas le nom, mais on a deux pays qui ont voulu naturaliser. Oui. Je répète, et j'espère qu'il m'écoutera. Il a toutes les cartes aujourd'hui en main. Il a toutes les cartes. Il faut que les résultats suivent. Mais avec du recul, quand vous regardez le basketball camerounais, on peut aborder un champ un peu, comment je dirais ça, assez complexe. Quel est le problème exact? Quel est le diagnostic
que vous faites en tant que joueur qui a essayé, qui a un agenda, qui a eu un carnet d'adresse international? Quel est le problème fondamental du basketball camerounais aujourd'hui? Quelles sont les limites qui nous freinent pour qu'on atteigne le sommet, qu'on atteigne ce graal qu'on cherche en fait? Dire qu'il y a des limites, il n'y a pas de limites. Il y a les talents qu'il faut. Il y a les talents qu'il faut. Le seul problème que le basketball camerounais aujourd'hui, c'est la composition du staff technique. Je le dis tous les jours. C'est la composition du staff technique qu'on fait lors des compétitions internationales. Ce staff technique n'est pas assez étoffé. Et on ne met pas les gens qu'il faut à la place. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne prend pas certaines propositions qui sont faites. J'avais fait une proposition d'antan qui n'est certainement pas la meilleure parce que je ne suis pas le seul à connaître le basket au Cameroun. Ça, c'est vraiment être pédant. J'avais fait une proposition d'antan. Vous aviez un entraîneur qui, à un moment donné, avec son équipe nationale, notamment l'équipe nationale féminine, a fait 2 afro-basket, il est arrivé 2 fois en demi-finale. C'est pas rien. Qu'il est bricolé ou pas, c'est pas rien. Ça dit, il a géré un groupe et il arrive en demi-finale 2 fois. Je veux parler de la raison. J'ai approché les dirigeants de la fédération à cette époque. Je leur ai dit, essayez d'étudier un peu plus profondément ce qui manque à ce moment. On ne peut pas être complet. Regardez les grands entraîneurs de football. Il y a des moments donnés, ils se retournent et puis posent des questions à leurs agents. Pourtant, c'est lui le manager général. Parce qu'il cherche quelque chose qu'il n'a pas. Il faut tout simplement étoffer ce staff technique. Il fallait tout simplement ajouter à l'aise là 2 personnes qui savent lire les matchs. Parce que si ces équipes arrivent jusqu'en demi-finale, ça veut dire que physiquement elles sont au point, tactiquement elles sont au point, mais au niveau de l'application du jeu, il manque quelque chose. Et c'est cette chose-là que celui qui est assis sur le banc peut voir. Je vais vous prendre 2 exemples simples. Si vous avez suivi l'Afro-Basket de 2015, le premier match que le Cameroun joue contre le Mozambique, il y avait un petit écran que le Mozambique faisait en tête de raquette, où la meneuse ne faisait que nous planter les 3 points. C'est Amina qui a trouvé le secret, tout simplement en faisant dissuasion sur l'écran, comme si elle va faire, ça dit mettre la meneuse dans des conditions difficiles de shoot, et pour que l'autre qui était prise dans l'écran ressorte. Ce n'était pas le coach. Il y avait des gens qui étaient dans le terrain qui avaient fait. Lui ne peut pas tout voir. Il vit le match, il vit les changements, et les adjoints, ils ne participent pas vraiment. Ils sont juste là pour prendre des notes. Donc ils ne peuvent pas faire ça, cette lecture. Je vous prends le deuxième exemple, la finale contre le Sénégal. Tous ceux qui connaissent le basket vont vous dire pourquoi on n'a pas perdu ça, ce match. Aujourd'hui, les sports collectifs, on ne gagne pas parce qu'on est plus fort que l'adversaire, non. C'est celui qui pose en place la meilleure tactique. Les Sénégalais, ils ont compris quoi? On avait les avants qui étaient de petites tailles. Ils ont fait une choix de 5 qui leur ouvrait le contre-attaque à outrance. Il suffisait seulement des petits plats, de les aplatir et de faire monter le fier. Pendant 40 minutes, on n'a pas trouvé cette solution. Et on a pris combien? Plus de 20 points. Plus de 20 points. Plus de 20 points. Et il y avait un autre truc, c'est quoi? Vous aviez la même Amina là, qui est déjà, qui n'est pas nanti par un morphotype de résistance. Donc tu as une joueuse comme ça, qui pratiquement fait tout dans ton équipe. Il faut savoir la gérer. Tu ne peux pas la mettre 6-7 minutes, tu l'épuises. Elle est défavorisée par son morphotype. Tous ceux qui font les demi-fonds et les fonds, vous voyez comment ils sont. C'est des gens frères. Ils sont résistants. Donc elle, il faut la faire jouer. Il fallait la faire jouer par séquence. Elle fait 7 minutes le premier quart-temps. C'est trop. Surtout que les premières minutes sont des gens où ils sont tout le monde à l'aide. Donc c'est 4 minutes, tu la reposes 2 minutes. Elle fait les 3 minutes, tu la reposes. La deuxième mi-temps, tu fais toutes les séquences que tu veux, tu la gères de telle façon que les 4 dernières minutes, dans le money time, qu'elle soit sur. Donc vous voyez tout ça là, c'est quoi? Il y a des gens qui savent payer le match aussi.
il y en a qui s'ennuient les matchs. Aucun on ne fait même pas quand on ne les appelle pas. Hein, en forme, il y a l'autre qui a dit bon, qu'il n'est pas un mauvais entraîneur, c'est faux. Il prépare bien ses équipes. Mais lui aussi, il a ce problème, il ne sait pas lire les matchs. Mettez-lui quelqu'un qui sait lire les matchs, qui va l'aider. Qui va l'aider. On va gagner, qui va l'aider. Mais les Américains sont jusqu'à 6, 5 sur le banc de touche. Vous voyez que c'est parce que pourtant c'est le meilleur temple du basketball mondial. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Prenez deux individus, un le coach il a abandonné à lui seul, l'autre là, il doit vivre le match, il doit faire les remplacements, il doit gérer les états d'âme des joueuses, c'est trop pour lui, il ne peut pas. Voilà la proposition que je fais. Alors, je vais poser peut-être une question qui va surprendre vos téléspectateurs. Est-ce le basketteur qui parle ou le professionnel de la médecine? Les deux. Les deux. Ça veut dire que je pour ceux qui ne savent pas, Alain Nomo est l'un des rares médecins de sport que le Cameroun compte dans son carnet d'adresse si jamais le Cameroun se rappelle qu'il est Camerounais et qu'il est médecin de sport. Voilà pourquoi je pose la question. Oui, la question elle est la bienvenue. Je disais toujours aux gens que Docteur Bila en France, quand il était entraîneur, il avait un avantage sur les autres, c'est qu'il était médecin. Donc il avait la latitude de voir un joueur qui était fatigué sur le terrain plus vite qu'un autre ou pas. C'est un peu les deux. Le vécu du basket que j'ai me permet de faire beaucoup d'analyses. J'ai dit toujours aux gens, je suis médecin depuis 20 ans, mais je connais mieux le basket que la médecine. J'ai plus d'expérience sur le basket. Donc c'est le vécu du basket que j'ai. Et puis la médecine de sport que j'ai étudiée avec la biologie, notamment l'étude de l'alimentation, la préparation psychologique des joueurs, la ration alimentaire lors des compétitions, l'état sanitaire des joueurs, le traitement de tout ce que vous avez comme traumatologie de sport. Voilà, et même l'induction à tout traitement qu'on doit faire lorsqu'il y a une blessure, notamment tout ce que la panoplie que vous avez dans la rééducation et la réadaptation fonctionnelle, notamment la physiothérapie, la cryothérapie, tout ce que vous pouvez avoir comme traitement adapté pour permettre à un joueur qui a eu une blessure quelconque traumatologique due au sport de pouvoir récupérer ses dents. Alors, Olivier, je vais poser peut-être une question qui fait mal à certains. Est-ce qu'Alain Nomo, avec toute cette expérience qui vient de nous déballer, est prêt à rejoindre le stade de l'équipe nationale du Cameroun? Bon, je peux dire que ça c'est une question piège. Logiquement, c'est pas l'endroit n'est pas trop compliqué pour en parler. On a l'esprit patriotique. On a le sang africain que pour la nuit, on est prêt à servir, à porter notre petite pierre d'édifice dans tout regroupement de sport qu'il y a. D'ailleurs, je vais dire que tu es un témoin oculaire de l'accueil que j'ai réservé à l'équipe nationale du Cameroun, notamment les masculins, quand ils sont venus faire l'Afro-Basket en Côte d'Ivoire en 2013. Je ne leur ai jamais rien demandé, compris. J'ai donné de mon temps, j'ai organisé l'association des supporters. Ce qui vous a valu d'ailleurs des récriminations de Camerounais. Des récriminations parce que je connaissais toujours un esprit tombé chez mes frères, mes compatriotes, qui veulent toujours qu'on fasse un peu de la surfacturation, qui veulent faire profiter. C'est-à-dire que si on doit donner 10 000, il faut demander 50 000. Je le dis comme ça parce que je n'ai pas perdu quelqu'un. Je le dis toujours, je signe les certificats de décès tous les jours, s'il y a aussi un jour, non, je n'ai pas peur de la mort. Alors, comme certains de mes compatriotes, quand il faut demander 20 000, ils vont te dire non, il faut demander 100 000. Comme ça, le reste dans ce montage. Moi, je me fais penser à cette tête, pour ça que je ne me suis pas encore ici. Le jour où je vais le faire, peut-être que c'est le risque. Donc, comme je disais, vous avez vu comment je les ai accueillis, j'ai fait tout, j'ai donné de mon temps et je n'ai jamais réclamé quelque chose en retour. Je suis toujours prêt à donner mon apport en ce qui concerne le sport.
toujours prêt à donner mon apport en ce qui concerne la médecine, toujours prêt même à épauler dans quelques domaines que ce soit qui relèvent typiquement des compétences que je maîtrise et surtout des dons que Dieu m'a donné. En fait, Olivier, quand je pose la question, c'est une des rares fois qu'on a un médecin de sport qui est basketteur, qui sait lire les matchs, qui a joué au basket autant sur les parquets assez jeune, qui a une expérience, comment dirais-je, une longue expérience dans le jeu et puis sa carrière parle pour elle. Sa carrière parle et puis des stats, des aînés. Tout le monde parle de lui dans le basketball, que ce soit des aînés qu'on a connus, tout le monde qu'on connaît parle de lui toujours en termes de référence, dans l'adresse, dans le jeu, dans l'intelligence du jeu, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le QI basketball. C'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui, parce que on a un mouvement de jeunes Camerounais aujourd'hui quand même qu'on voit qui essaient de trouver leur marque. Il faut les accompagner. On a besoin de gens comme Monsieur Nomo pour donner des conseils, pour parler de l'histoire du basketball camerounais, parce qu'on n'en parle pas assez. Beaucoup de générations sont passées sans que personne n'ait jamais eu à savoir ce qu'ils étaient ou bien ce qu'ils ont fait pour le basketball. Donc c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. C'est une fierté pour nous d'avoir pris votre temps pour expliquer aux jeunes qui vont vous regarder ce que c'est que le basketball dans le passé, ce vécu-là en fait. Je vais demander 2 ou 3 choses, des anecdotes qui vous ont marqué pendant votre carrière. D'abord, je voudrais lever une petite info, c'est que l'interview est bienvenue. On apporte certains rudiments aux jeunes basketteurs et tout. Mais ce n'est pas du tout un appel d'offres, non. Je reste disponible, mais ce n'est pas un appel d'offres. C'est clair, c'est clair. Ce n'est pas du tout un appel d'offres. Maintenant, pour revenir à votre question, je lui ai raconté ça tout à l'heure. De toute ma carrière, la grosse anecdote que j'ai, c'est celle un jour, j'étais de garde pas loin du palais des sports de Taipei, à Côte d'Ivoire. Et j'ai enlevé ma blouse, j'ai dit bon voilà mon numéro de téléphone, s'il y a un problème, vous m'appelez. Je suis allé au palais des sports pour regarder les matchs. Et au moment où je regardais les matchs, je suis quitté le palais des sports pour me rendre au niveau du parc des sports parce que parfois il y avait des matchs en journée. Et au moment où j'arrive vers le parc des sports, j'entends Nomo. Alors j'ai dit mais qui m'appelle? Je m'ouvre ma bouche, je m'appelle, je ne vois personne qui m'appelle. Je sais pas ce qui m'appelle comme ça. Je peux m'interpeller comme ça de façon. Donc je m'arrête à un moment donné. Puis d'aller. J'ai fait 2-3 pas et j'entends encore mon nom avec insistance. Donc cette fois j'ai repéré où le nom venait et je vais vers la direction pour chercher qui m'appelle et je vois un jeune qui avait à peine 12 ans qui arborait un maillot de basket qui s'entraînait avec son coach qui avait écrit derrière son maillot non. Alors je me dis mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Petit qui a à peine 12 ans, qui s'entraîne et sur son maillot c'est écrit non. Un petit qui n'est pas camerounais. Un Ivoirien, ouais, très bien. C'est terrible. Donc je me suis mis dans un coin et puis j'ai eu d'autres petites larmes. J'ai fait d'aussi grandes choses jusqu'à ce niveau où j'ai des sosies, des gens qui portent mon nom un peu. Ouais, c'est la plus grande anecdote que j'ai. Ça fait vraiment froid. Dans ma carrière, c'est la plus grande parce que vraiment toutes les autres sont petites pour moi. Elles sont petites et ça me rappelait quand j'étais junior où il y avait un journal à l'époque qu'on appelait Football Elite. Je ne pense pas que vous l'ayez connu. Qui un jour a fait toute une page sur mon nom et mon papa avait acheté 10 exemplaires. Et il disait à ses frères, je peux mourir maintenant, mon nom est connu. Et il n'est toujours pas mort, bien que son nom soit connu en Côte d'Ivoire.
l'autre truc que j'aimerais, qu'on aimerait savoir, c'est, en fait, c'est un peu pour l'histoire, parce que c'est un travail d'archivage. On veut savoir, on voudrait avoir quelques noms des joueurs qui ont jalonné votre carrière, euh, qui ont marqué aussi votre carrière, est-ce que si vous avez, si ceux qu'on s'ils sont encore en vie ou bien qu'on connaît ou bien qu'on ne connaît pas, mais ces joueurs qui ont marqué cette génération à laquelle vous avez appartenu, parce que on n'en parle jamais, on ne les connaît même pas. Ça nous aiderait aussi à les chercher et à voir aussi un peu de cette histoire qu'on n'a pas du basketball camerounais, si c'est possible. Évidemment, vous savez que c'est possible. Je peux dire que d'abord, le premier joueur camerounais qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué de par sa façon de jouer, le dribble, l'adresse, la passe et tout, il s'appelle Hervé Sini, avec lequel j'ai eu le bonheur et l'honneur de jouer. Un peu comme comment on parle souvent de Roger Mila. J'ai eu l'honneur de jouer d'abord dans la même équipe que lui. Et quand moi je suis monté en senior, il a décidé de rapprocher parce qu'il disait qu'on avait le même numéro, on portait le même numéro. Donc il disait qu'il ne pouvait pas discuter le numéro avec moi. Et j'ai eu encore cette chance qu'après ça, qu'il devienne mon entraîneur en senior en 1988. Donc il y a cet Hervé Sienne dont je parle beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup encadré au niveau du conseil, au niveau du travail psychologique, au niveau même du tempérament qui arrivait à me canaliser véritablement. Il y avait deux ou trois. Vous aviez Abega, qui a joué à Béa, qui a fait sa carrière à la SNEP. Vous aviez également Oumandjam, le frère de Bolan, le frère de M. Yamdel, qui était un coach que j'appréciais beaucoup, qui avait toujours souhaité que je joue dans son équipe. Ça ne s'est jamais passé. Donc, comme adversaire, vous aviez quelqu'un avec lequel j'ai eu beaucoup de relations parce que c'était dans cette équipe de seniors quelqu'un qui était beaucoup plus proche que moi. En fait, c'était le plus proche que moi à l'âge. Je peux parler de l'NDG avec lequel jusqu'aujourd'hui j'ai très bon rapport. Le maire de Douala ou bien son frère, son petit frère, ouais, le frère de Malapa, ouais, ça s'appelle voilà, c'est lui qui est beaucoup plus proche. Ça, c'était au niveau des coéquipiers enseignants. Bon, en junior, j'ai un ami qui est inconditionnel avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses, avec lequel tous les juniors avec lesquels je reste en contact, c'est King André. De temps en temps, je l'entends, qu'on appelait Jabal à l'époque, de temps en temps, je suis en contact avec Francis Kandé, que je vois, qui aime bien les sorties dans ce combat, avec lequel je... Comme adversaire, j'avoue qu'il y avait des adversaires qui étaient téméraires. Donc il y a un avec lequel on faisait souvent un combat de titans lorsqu'on s'affrontait. Il m'avait muselé lors du premier match, mais après ça avait été trop compliqué pour lui. Parce que c'était un grand frère mais qui muselait les adversaires. C'est dommage, il n'est plus de ce monde. Un jour il a balé au Cap Pro. Au Canada, il a eu tous les problèmes du monde. Il s'appelait Kandien Bisseni. C'était un adversaire très téméraire qui ne lâchait jamais du reste, qui était un joueur complet qui venait de France. Et puis vous aviez Paco Daniel que j'ai cité tout à l'heure, qui était un gars complètement exceptionnel, magique et tout. Comme adversaire, comme adversaire encore, je parlais de Capio. Capio Okala, qui était quelqu'un avec qui on était adversaire en junior et puis en senior. Et comme coéquipier, quelqu'un avec lequel j'ai eu vraiment le plaisir à jouer, c'est Joe Tomo. Joe Tomo, oui, exactement. Le coach disait beaucoup ses équipes, qui dirigeait son équipe en tant que meneur, qui était un véritable leader d'organisation. Joe Tomo qui a fait Georgetown, qu'on connaît, qui est aujourd'hui à la NBA Africa, alors dans la formation des jeunes talents africains, exactement. Ouais. Voilà un peu la panoplie. Parce que tout le monde est plus comme coach, celui qui m'a formé.
David Jean-Joseph, Ouais, qui a été mon professeur de PS de 4e jusqu'en terminale. Ça, il faut aussi le préciser. Et il y a Alphonse qui a été mon entraîneur à Abidjan, qui m'a ouvert beaucoup de sport, qui est aujourd'hui directeur général de FIBA Afrique. Voilà, et puis c'est lui-même qui m'a tenu la main, qui m'a amené dans tout ce que je suis devenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hormis mes parents et ma tutrice qui était Madame Watangana, M. Momo Zéboulet, et puis ma mère, Madame Marie Bouffin. C'est M. Coré Moïse qui a été mon tuteur en Côte d'Ivoire, c'est lui qui m'a tenu la main, qui m'a amené, qui m'a permis de pouvoir être vraiment à l'aise dans ce pays qui aujourd'hui est ma deuxième nation. Ok, c'est votre deuxième nation. Vous avez cité des gros noms, je n'en reviens pas dessus. Je voudrais. Il y a un petit truc qui tourne dans ma tête. Il y a une anecdote avec Manuel Souza. Pourquoi le dire? Voilà, c'était avant lui. Manuel Souza, l'Angolais, oui, le joueur angolais, exactement. C'était aux éliminatoires des Jeux africains à Bangui. On y était allé. On est arrivé d'avoir une petite anecdote qui est assez. On arrive sans les maillots, sans les chaussures. Donc, on s'entraîne avec ceux dont on était venus, ceux qui n'avaient pas de chaussures, s'entraînaient avec leurs clics à l'époque, les clics. Parce qu'il fallait qu'on s'entraîne quand même, qu'on se prépare. Donc, les clics que vous appelez Converse. Ouais, donc, il fallait qu'on s'entraîne. Les maillots sont arrivés après le deuxième message du chef de délégation, Pierre Assona, M. Issimi. Les maillots sont finalement arrivés après, sans flocage, sans le côté Sylvie qui a entraîné Béat, je pense, qui était coach avant. Oui, sans flocage, sans numéro. Donc on s'est débrouillé sur place pour pouvoir au moins mettre le numéro. Donc les maillots n'avaient pas de logo, rien, on ne savait même pas que. Alors on joue le premier match contre la Centrafrique. C'était un match assez difficile, très physique. On perd le match, on ne peut pas dire bêtement, mais c'est juste par manque d'expérience. Parce que tous ceux qui étaient sur le terrain à ce moment donné, c'était leur première compétition internationale. Et tous ceux qui avaient déjà fait les compétitions internationales étaient en fin de cycle. Donc on le perd, en général, ce match on le perd de 2 points. C'était par manque d'expérience. On n'a pas su gérer la fin du match. On joue le deuxième match contre les Burundais, on les gagne 100. Alors on joue le troisième match contre l'Angola. Et c'est là où il se développe un petit concours entre ces félins des stades africains qui étaient plus adeptes que moi, puisqu'il avait déjà fait le championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire, qui était son premier championnat en 85. Donc lui c'était un vieux tireur. Moi je sortais à peine je sais pas, de ma cage en tant que jeune tireur. Alors il y a un concours. La différence entre lui et moi, c'est que lui n'avait pas de détente. Donc à un moment donné, moi je lui permettais de tirer. Et moi chaque fois j'ai tiré sur sa tête. Chaque fois j'ai tiré sur sa tête. Et lui, comme il avait un tir plat, il n'y arrivait pas. Mais les seuls moments où j'avais un petit retard sur l'écran, j'étais puni sévèrement. C'est-à-dire c'est le fond du filet qui me rappelait qu'il y a eu un chute. Et c'est à la fin du match donc, que j'ai eu cette discussion avec lui. Oui, mais il me demande comment moi je travaille. Et je lui dis non, moi j'ai fait 100 réussis. Il me dit mais toi tu ne tires pas. Moi j'ai fait 6000 tirs par jour. 2000 tirs le matin, 2000 tirs à midi, 2000 tirs le soir. Alors moi j'étais là la bouche ouverte. Je me dis mais attends, je ne travaille pas. 6000 tirs par jour, vous vous rendez compte? Moi qui faisais 100 réussis. C'est énorme ça. Oui. Mais comment vous ne voulez pas qu'il soit à voir? Non, c'est un bon message pour les jeunes aujourd'hui qui travaillent, que en fait, pour ajuster leur mécanique et puis arriver à ce niveau. Arriver à ce niveau, il ne faut pas seulement tirer. Mais le problème de tir, c'est qu'il faut avoir la technique du tir. La mécanique, exactement. La mécanique. Il faut avoir la technique du tir. Parce que quand vous regardez sur un terrain, il y a le meneur.
Le pivot ne peut pas être meneur. Il y a le pivot. Le meneur ne peut pas être pivot. Chacun a son petit don. Donc quand vous avez ce don, il faut savoir le travail. Le travail, le travail, le travail. C'est la répétition du mouvement qui permet de le rendre fluide, qui lui permet, qui le stéréotype en quelque sorte, et puis qui lui donne une efficacité à cette adresse-là. Ouais. Sans ça, vous ne pouvez pas arriver au sommet de ce que vous recherchez. Il faut répéter les mouvements, répéter et les faire et les adapter. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Des gens typent, mais ils ne connaissent pas la technique du tir. Quand vous êtes boîtier, la main gauche, c'est comme un viseur. Et c'est la main droite qui enroule le ballon et puis qui le claque. Quand vous êtes gaucher, la main droite, c'est le viseur. Et c'est votre main gauche qui enroule le ballon et puis qui le claque au shoot. Ça doit être coordonné avec l'impulsion. Et lorsque vous vous mettez en suspension, vous devez coordonner ça de telle façon que le mouvement soit un mouvement. Dès que vous le répétez, vous allez voir que même si on vous réveille le matin, vous faites le shoot. Et l'autre question que j'aimerais poser, c'est sur le mental, parce que on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de nos athlètes ont un problème de déblocage mental. Comment est-ce que vous abordiez cela, ou bien comment vous résorbez cela en tant que médecin, avec votre vécu? Qu'est-ce que vous croyez, comment est-ce que vous aborderez ça? Quel conseil vous donnerez à ces jeunes-là sur le plan mental? Parce que je crois que c'est l'une des clés de nos problèmes aujourd'hui. Effectivement, c'est une vie. D'abord, il faudrait que les gens sachent qu'il faut classifier les athlètes, tout ce que vous avez comme athlète dans deux catégories. Tous les athlètes sont dans la même catégorie, tout le monde est talentueux. Maintenant, il y en a qui sont faux. Voyez, quand vous les classez comme ça, vous comprenez le travail que vous avez à faire. Le joueur qui est doué, il ne fonce pas. Il a déjà une certaine aptitude que celui, parce que lui, non seulement il est talentueux, mais il est doué. Donc, celui qui n'est que talentueux a besoin de travailler pour arriver à un certain niveau. Comprenez? Le joueur doué, c'est celui qui casse la baraque dans toutes les catégories. On va commencer à parler de lui. Aujourd'hui, on dit U5, avant on disait minime, cadet. Aujourd'hui, on dit U5, U15, je ne sais plus quoi, jusqu'à arriver. Pour revenir à ce que vous appeliez le mental ou quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Ça se force pas. Parce que je veux vous dire quelque chose. On mélange toujours ce qu'on appelle diplômé, intelligent, intellectuel et compétent. Bien faire quelque chose, il faut être compétent. Vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Vous n'avez pas besoin d'être intellectuel. Vous avez juste besoin de votre compétence. La preuve, la majorité des bons mécaniciens aujourd'hui n'ont fait aucune école de mécanique. Exactement. Ils ne sont pas allés loin, vous voyez, non? Donc, cette compétence-là que vous voulez avoir, ça veut dire que c'est une certaine personnalité que vous-même vous devez forger en vous. Vous devez forger en vous. Quand vous allez jouer au basket, vous savez que vous allez porter un débardeur avec un short. Ne me dites pas que le débardeur et le short, vous allez marcher avec dans une rue de votre quartier. Or, là-bas, vous êtes au milieu d'environ 60 000 personnes. Si vous êtes timide, vous ne pouvez pas faire ça. Exactement. Donc, à partir du moment où vous acceptez déjà d'aller vous mettre en short et en débardeur devant près de 60 000, dont 10 000 ou 20 000 personnes, ça veut dire que vous êtes déjà mentalement prêt, vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà prêt à affronter certaines adversités. Et comme on dit, l'entraînement doit toujours être plus difficile que le match. Donc si vous avez pu supporter un entraînement, ne me dites pas qu'un match, vous allez craquer. Si vous craquez, c'est que vous vous êtes trompé complètement de destination, changé. On ne peut pas dire qu'un joueur, un athlète, il a un mental faible. Vous venez faire quoi sur un stade de 120 000 personnes qui a l'ébullition? Vous venez faire quoi là-bas?
est-ce que c'est pas le manque de compétition? Je ne sais pas, dans cette compétition, quand vous regardez les époques, vous regardez comment étaient structurées les compétitions par le passé et aujourd'hui. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ce manque de compétition qui peut poser ce problème? À un certain, manque de compétition à un certain niveau, en fait. Non, le manque de compétition diminue tout simplement l'aptitude. Par exemple, lorsque vous avez été blessé, si vous avez eu une blessure, que vous êtes resté 3 mois sans jouer, il va sans dire que vous devez aller mollo, le temps de retrouver votre carburation maximale. Ça prend un certain temps. Ça, c'est le manque de compétition. Mais quand on parle de quelqu'un du mental, je ne pas en train de parler, on est en train de parler du mental. Il se forge. Il se forge. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. C'est-à-dire que vous décidez, vous, de faire quelque chose du public et vous avez un mental faible. Il y a un problème. Il y a un problème. La chose qu'on appelait souvent fighting spirit, c'est quoi? C'est le fait de ne jamais lâcher jusqu'à la fin du sifflet final. Ça, c'est le fighting spirit. Mais le mental, lorsque vous savez que tout est perdu, que vous ne pouvez plus rien faire, ça n'a rien à voir avec le mental. C'est que l'autre, l'adversaire, il est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas décider d'aller faire quelque chose de public et puis me dire que vous êtes faible mentalement. Je suis désolé. C'est que vous vous êtes trompé de chemin. Allez faire autre chose. Allez vendre les tomates au marché. Je ne sais pas, aller derrière une caisse avec une vitre. Là, on ne vous voit pas. Donc, vous allez faire un truc public. Vous savez qu'il y a 60 000 spectateurs. Et vous avez un mental faible. Alors que les gens vont scander votre nom. Parfois même ils vont vous insulter, ou ils vont éplucher une banane pour dire que vous êtes un singe. Attendez, c'est énorme ce que vous allez faire. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, ne faites pas. Ne faites pas. Il y a un acteur qui disait toujours, lorsque vous ne voulez pas qu'on vous critique, ne faites rien de public. Donc si vous n'avez pas un mental, ne faites rien de public. Même faire un discours devant les gens, c'est difficile. Exactement. Donc si vous n'avez pas ce mental, ne faites pas. C'est compliqué ça. Je crois qu'on va aller doucement vers la fin. Nous vous remercions encore pour cette opportunité que vous avez donnée à Basket Zone. Un mot pour la fin, pour les générations qui vous regardent, pour ces jeunes qui vous regardent et qui seront sûrement inspirés par votre parcours et par votre vécu. D'abord, je voudrais remercier Basket Zone parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses peut-être meilleures que les miennes dans le basketball camerounais qui ne pourront jamais peut-être bénéficier de cette opportunité de pouvoir parler de ce sport qu'on aime autant. Déjà, donc, il faut que je vous remercie pour ça, de me donner l'occasion de parler de quelque chose que j'aime, le basketball, quelque chose que je maîtrise beaucoup plus que le basketball, mieux même que la pratique de métier que j'exerce aujourd'hui. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est quoi? C'est déjà, quand vous voulez jouer au basket, il faut connaître vos aptitudes. Vous avez droit à trois postes. Il y a un poste où il faut la taille. Donc, si vous avez cette taille-là, vous êtes déjà prédisposé à jouer à ce poste qu'on appelle intérieur. Ils ont divisé ça aujourd'hui en 2 classes, de 4 et de 5. C'est-à-dire le moins grand 4, le plus grand 5. Donc, parce que vous avez une taille, vous êtes prédisposé à ce poste. Vous avez l'arrière, qu'on appelle aujourd'hui le playmaker ou le meneur, qu'on appelle avant. Et puis, vous avez les ailiers, les power forward, comme vous appelez forward. Donc, vous avez ces 3 postes-là. Il faut déjà connaître où vous avez des aptitudes pour pouvoir aller. Ça, c'est pas. Deuxièmement, pouvoir définir par rapport à vos aptitudes quel type de joueur vous allez être. Vous comprenez? Il faut définir quel type de joueur vous allez être. Parce qu'il y a des joueurs qui sont statistiques, qui sont très forts en pénétration, qui sont très forts en 1 contre 1, qui sont très forts en contre-attaque, qui sont bons tireurs à mi-distance et à longue distance. Donc il faudrait que vous déterminiez ça si vous voulez jouer comme ailier. Quand vous voulez jouer meneur, la seule chose, les seules choses qu'un meneur doit avoir, c'est quoi? Avoir le coup d'œil, savoir le rythme et protéger
son ballon. Donc, quand vous avez, vous avez déjà défini par rapport à vos aptitudes, à quel poste vous pouvez jouer, vous pouvez maintenant mettre votre plan d'action à exécution. Et puis surtout, connaître ses forces. Parce que le basket aujourd'hui, c'est quoi? C'est celui qui marque plus de points. Exactement. Ce n'est pas celui qui défend bien. Vous pouvez bien défendre, mais si l'autre marque plus de points que vous, vous gagnez. Vous gagnez, exactement. Voilà. Donc, il faut connaître ses aptitudes. Ça dit que ses forces, je voulais dire. C'est quoi? Ses forces, c'est quoi? Dans quel endroit vous êtes le plus maladroit? Quelle est la distance où vous marquez mieux? Dans quelle position vous êtes plus dangereux que l'adversaire? Quand vous connaissez ça, quand vous avez cerné tout ça, vous ne pouvez qu'être un bon joueur. Parce que la distance qu'il y a entre le joueur doué et le joueur qui n'est que talentueux se remplace toujours avec le travail. Exactement. La preuve, je vous prends un exemple simple. Regardez le premier ballon d'or d'Eto'o et puis le premier ballon d'or de Drogba. Quand Eto'o était premier ballon d'or, on ne parlait même pas de Drogba. Drogba, il a travaillé jusqu'à un moment donné, il est devenu pratiquement au même niveau qu'Eto'o. Donc, le joueur doué, la distance entre le joueur doué et talentueux et le joueur talentueux se comble tout simplement avec le travail. Tout simplement avec le travail. Voilà un peu les petites astuces que je peux donner aux joueurs qui veulent faire du basket. Mais cela s'applique également aux autres disciplines. Également aux autres disciplines. Si vous êtes footballeur, il faut savoir si vous allez vite, vous pouvez être un bon attaquant ou un bon latéral. Voilà, vous ne pouvez pas quelqu'un qui va vite, qui est au milieu du terrain. Le milieu du terrain, c'est lui qui disparaît, il n'a pas besoin de vitesse. La vitesse, c'est soit derrière, soit devant. Vous ne pouvez pas avoir une bonne vitesse et puis vous allez jouer gardien de but. Exactement. Cette vitesse-là. Donc, tout ça, il faut pouvoir canaliser ça dans le poste de prédilection qui vous sied plus par rapport à vos aptitudes. Merci encore pour cet échange, M. Alain Momo, et grand merci, bon séjour au Cameroun, et c'était un plaisir. Et sûrement une prochaine fois, on aura une autre occasion de parler encore plus, de plus d'anecdotes. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée.